Michael, je vais te laisser la parole pour cette présentation. Merci Agnès. Alors je vais commencer, ne pas perdre du temps dès le début et rentrer dans le vif du sujet avec le premier point qui nous a intéressé dans le baromètre de cette année sur le rapport qu'entretiennent finalement les consommateurs avec les cartes de fidélité. Alors, le premier élément à retenir, on a commencé, si vous voulez, le baromètre cette année en questionnant les répondants sur ce qu'ils pensaient. Est-ce que les cartes de fidélité, est-ce que les entreprises doivent développer des cartes de fidélité? Et un premier résultat intéressant à retenir, c'est, je clique, voilà, euh, sur une échelle de 1 à 7, ils ont mis une note de 4,83 sur 7 sur la nécessité de posséder un programme de fidélité. Donc il semblerait une grande majorité des répondants considèrent que la possession d'un programme de fidélité n'est plus une option. En revanche, c'est ce qui est mis en avant dans le deuxième point de cette slide. Si on regarde et si on leur demande est-ce que vous souscrivez systématiquement à un programme de fidélité lorsque l'occasion se présente, je vous ai mis, c'est comme les médicaments, les antibiotiques, c'est pas automatique l'adhésion. Il y a une grosse différence dans le sens où la note est de 3,91 sur 7. Ceci étant, si on croise ces deux données-là, il est intéressant de mettre en avant que la possession d'un programme de fidélité, en tout cas quand on considère que la possession d'un programme de fidélité est une nécessité, plus on tend à adhérer lorsque l'occasion se présente à nous. Alors sur cette seconde slide que je vous présente aujourd'hui, vous l'avez déjà vu l'année dernière si vous étiez membre de l'Observatoire, si vous aviez assisté à la présentation, c'est sur le nombre de cartes que les consommateurs portent. Et l'élément notable à retenir, c'est dans la même mouvance que l'année dernière, c'est que les femmes ont certes plus de cartes de fidélité que les hommes, mais cette propension à en avoir plus tend à se réduire. Si on compare avec les chiffres de l'année dernière, elles étaient 33,8% à détenir plus de 10 cartes contre 20,3% pour les hommes. Et si je remonte encore une année en arrière, c'était 37,4 versus 16,2. Donc il y a vraiment plus d'hommes qui ont plus de cartes et les femmes, elles, à l'inverse, qui tendent à en avoir un petit peu moins. Alors sur cette slide, alors je me permets, je vous le dis une fois, par moment, je ne vais pas nécessairement commenter tous les graphiques, plus focaliser, en tout cas vous livrer quelques commentaires. Et donc là, le message que j'ai envie de vous faire passer avec cette slide, c'est le fait que les personnes, plus elles sont âgées, moins elles ont tendance à posséder deux cartes. Et à l'inverse, c'est la catégorie des 35-44 ans qui possèdent le plus de cartes. Il existe, c'est pas écrit dans la slide, mais ça me semble intéressant de le retenir, une relation si significative entre la CSP et le nombre de cartes possédées. Et donc, en lien avec l'âge, les retraités sont ceux qui ont le moins de cartes. Et à l'inverse, ce sont les cadres supérieurs qui en possèdent le plus. Alors cette slide doit vous dire quelque chose puisque Juliette vous a présenté les résultats de l'année dernière dans la présentation précédente. Donc je ne vais pas vous réexpliquer comment on avait calculé ces chiffres-là. Ce qui est en revanche plus intéressant, me semble-t-il, à souligner, c'est que ce sont les 18-34 ans qui tendent le plus à partager leur programme de fidélité avec autrui. Et donc cette différence, elle est vraiment très très forte par rapport aux autres populations. On peut également noter que ce sont les femmes qui tendent le plus à partager leur programme de fidélité avec autrui. Et à l'inverse, ce sont les retraités qui les partagent le moins. Alors, on a voulu aller un petit peu plus loin cette année sur ce partage des programmes de fidélité et on vous propose ici une forme de typologie où on essayait de croiser sur est-ce que les consommateurs, en grosso modo, si je reprends la slide d'avant, est-ce qu'ils cagnotent? Donc, en gros, est-ce qu'ils vont collecter des points pour eux via quelqu'un d'autre ou est-ce qu'ils vont collecter des points pour leurs amis et versus qui utilise les récompenses. Et donc, qu'est-ce qui ressort? Trois types de... Alors, à l'écran, il me semble qu'il y a eu un petit bug, il manque la troisième catégorie pour la couleur verte, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer.
on considère qu'il y a des optimisateurs. Ces personnes-là, en gros, elles vont cagnotter, utiliser les avantages aussi bien pour elles qu'elles vont en faire profiter les autres. Les conservateurs, c'est la moitié de l'échantillon. Ils ne partagent pas leur carte de fidélité d'aucune façon que ce soit. Et enfin, la catégorie qui est aussi intéressante, c'est les cagnoteurs qui sont en vert, hein, vous ne voyez pas très bien. Et eux, ils sont davantage dans une logique d'augmenter leur nombre de points de fidélité et le nombre de points de fidélité de leurs proches. En revanche, chaque détenteur de la carte de fidélité va utiliser les avantages pour lui-même. Donc, en gros, le partage, c'est juste pour cagnoter, accumuler les points, mais en tout cas pour utiliser les récompenses, là, c'est chacun utilise sa propre carte de fidélité. Et on peut retenir, si on s'intéresse aux différences interindividuelles, que les personnes les plus âgées sont les plus conservatrices, et à l'inverse, ce sont les 18-34 ans qui sont les plus optimisateurs. Alors, je me suis permis de mettre un peu moins de chiffres que les autres années et essayer à chaque fois de retenir des idées forces. Alors, sur ce partage des cartes de fidélité, ce que j'ai envie de retenir, le premier point, c'est qu'il n'y a pas d'opportunistes, autrement dit, hein, de personnes qui vont bénéficier des avantages des autres sans forcément faire bénéficier les autres. Donc les gens, hein, partagent, et un chiffre que vous pouvez retenir, hein, c'est que 71,8% des personnes qui cagnotent pour autrui se font cagnoter en retour. Et si vous vous souvenez des chiffres de l'année dernière, on était à 70%, donc on est sur des résultats relativement identiques. Le deuxième chiffre clé à retenir, c'est celui que je vous évoquais, qui a 50,6%, une personne sur deux qui ne partage pas son programme de fidélité avec qui que ce soit. Et enfin, le dernier chiffre à retenir, hein, 8,6% font uniquement profiter les autres, mais ne bénéficient pas de ce que pourraient faire les autres en leur faveur. Une nouveauté de cette année, hein, je vous parle de vertu des programmes de fidélité, grosso modo, et ça rejoint un petit peu la présentation de Jean-François de tout à l'heure, on s'est intéressé à qu'est-ce que ça peut apporter aux entreprises d'adhérer à des programmes de fidélité, en tout cas, qu'est-ce que perçoivent les consommateurs. Et l'élément central, hein, qui ressort, hein, vous voyez, hein, une échelle de 1 à 7, toujours, comme beaucoup de questions dans le baromètre, et une grosse différence par rapport aux autres modalités, c'est la fidélité comportementale. Alors là, la fidélité comportementale, hein, j'insiste, hein, telle qu'elle a été mesurée, c'est grosso modo, est-ce que le fait d'appartenir, d'avoir un programme de fidélité, ça va inciter le consommateur à faire ses achats auprès d'une entreprise pour laquelle il a le programme de fidélité, plutôt que des entreprises concurrentes. Fidélité attitudinale, hein, c'est grosso modo si on aime ou pas, hein, est-ce qu'on va être attaché, hein, c'est ce que Jean-François expliquait tout à l'heure. Et après, le troisième, sur la troisième marche du podium, c'est ça peut aussi, le fait d'avoir un programme de fidélité, faire acheter un petit peu plus, ou alors avec une fréquence plus importante. Et donc, autrement dit, augmenter les dépenses. Le bouche à oreille intervient en 4e position et avec autour de 4,15, donc comme les deux autres, en tout cas fidélité attitudinale et fréquence et panier moyen. Donc retenez vraiment, hein, c'est la fidélité comportementale, hein, l'élément central qui ressort comme avantage principal. L'année dernière, on avait commencé à s'intéresser sur la thématique de l'omnicanalité. On essayait d'aller un petit peu plus loin encore cette année. Un premier chiffre à retenir, hein, un consommateur sur deux a une préférence pour une gestion par le personnel en contact de leur adhésion au programme de fidélité. Si on essaye d'aller un petit peu plus loin dans le détail, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes ont une très forte préférence pour le rôle du personnel en contact, tandis que les hommes, eux, préfèrent être un petit peu plus autonomes et, autrement dit, privilégier, hein, la dématérialisation pour pouvoir s'inscrire. Et de manière surprenante, il n'y a pas de différence en termes d'âge ni en termes de CSP. Donc, hein, c'est pas parce qu'on est jeune ou plus âgé qu'on va avoir une préférence pour le papier ou la dématérialisation. Alors, 4 idées principales à retenir sur ces adhésions. Généralement, si je reviens en arrière, hein,
j'aurais dû le spécifier. Dans la manière dont on a collecté les données, les personnes pouvaient classer, devaient classer de 1 à 5, quelles étaient les différentes modalités d'inscription dans l'ordre de préférence. Et donc, ce qui est intéressant à mentionner, c'est que généralement, ceux qui préfèrent l'option du personnel, c'est ce que je vous ai mis en premier point, ont en deuxième, j'ai envie de dire, canal d'adhésion de préférence, le questionnaire papier. Donc, il y a un lien entre les deux. Le deuxième chiffre à retenir, 38% des clients ont une préférence pour gérer eux-mêmes une souscription dématérialisée. Je vous ai présenté les différentes formes dans la slide précédente. Pour ce qui est du QR code, c'est l'option qui est la moins plébiscitée par les consommateurs, de l'ordre de 45%. Et enfin, dernier élément, le formulaire papier, je mets un statut clivant. Il faut le comprendre, je vous ai dit juste avant que c'était la deuxième option préférée. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour toutes les personnes qui préfèrent une option de dématérialisation, elles ne veulent pas entendre parler du papier. Et donc c'est pour ça qu'elles les mettent complètement en dernier choix. Donc si on veut vraiment résumer, il semblerait qu'il faut continuer à avoir différents canaux, différents moyens d'adhésion, même s'il y en a un qui semble être largement préféré, ce soit le personnel qui fasse l'inscription. Pareil, dans cette nouvelle slide, on avait posé une question, je vous l'ai mis, fréquentez-vous également le site internet pour effectuer des achats en ligne? Donc là, on n'est plus sur les conditions d'adhésion au programme, mais vraiment sur l'utilisation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? 57,3% des personnes qui fréquentent des magasins vont aussi sur le site internet si les entreprises en possèdent un. Et on n'a pas de différence en fonction du sexe notamment. Un petit élément à retenir, c'est que plus on est jeune, plus on tend à être omnicanal, et il y a aussi un petit effet de la CSP, et ça c'est un résultat qui était, vous avez les chiffres, relativement identiques à ce qu'on avait pu observer l'année dernière. Alors on est encore allé un petit peu plus loin sur cette question d'omnicanalité, et leur a demandé est-ce qu'ils utilisaient aussi leur programme de fidélité en ligne. Et là, chiffre également identique à l'année dernière, pas de différence significative entre 87,7 et 85,4%. Les personnes tendent également à utiliser leur promotion aussi bien en ligne qu'en magasin. Et si on retourne à la typologie que je présentais tout à l'heure, les personnes qui sont optimisatrices sont celles qui, logiquement, ont le plus tendance à utiliser également leur programme de fidélité dans le cadre de leurs achats en ligne. Oh, pardon, j'ai cliqué trop vite. Hop. Alors, une nouveauté, cette année, on s'est intéressé aussi à la dématérialisation des tickets de caisse. Et donc, de cette slide, je vous invite à retenir un élément important, c'est qu'une majorité de consommateurs a encore besoin du ticket de caisse. Et ce, d'autant plus que l'achat est impliquant. Quand on compare le 4,26 au 5,58, la différence entre les deux items, c'était pour certains types de produits, gros achat, article avec garantie, etc. Le consommateur, il a besoin en gros de se rassurer. Un chiffre intéressant à retenir, c'est ce que je vous ai écrit juste en bas. Les personnes les plus âgées, en fait, sont les moins intéressées par les tickets de caisse. Mais tickets de caisse, de manière générale, aussi bien dématérialisés que matérialisés, j'entends en ticket papier. Une seule différence en termes de différence interindividuelle est à retenir en plus de celle-là, c'est que les hommes tendent à préférer systématiquement d'imprimer leur ticket de caisse. Alors, 3 idées à retenir de cette slide sur la dématérialisation des tickets de caisse. Quand le consommateur il a un doute, ça arrive assez souvent finalement. On a 50% des consommateurs qui nous ont mis une note de 5 sur 7 ou plus sur est-ce qu'il leur arrive parfois d'avoir des doutes quant au montant payé lorsqu'on ne leur donne pas le ticket de caisse. Le deuxième élément à retenir, c'est que le moins on a confiance, plus on tend à demander l'impression du ticket de caisse.
le troisième insight à retenir, c'est que les personnes les plus intéressées par la consultation de leur ticket de caisse sur une application, ben, elles vont adhérer davantage à un programme de fidélité pour retrouver leur ticket de caisse si le ticket de caisse est systématiquement intégré dans l'application. Donc ça peut amener les gens à souscrire des programmes s'ils ont besoin de réassurance. C'est un petit peu le message qu'il faut retenir. Alors ensuite, on s'est intéressé à la communication avec les enseignes. Là encore, c'est quelque chose qu'on n'avait pas spécialement traité en profondeur les années passées. Alors, ce qu'il faut regarder avec ce graphe, donc on leur avait demandé quel était le canal pour lequel ils préféraient recevoir leur récompense, et à côté, quel était le canal qu'ils préfèrent pour recevoir des informations. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors là encore, c'est pas passé à l'affichage visiblement. Ce qui est en bleu, hein, le 9% ou le 11%, c'est des notifications via l'application. Et donc, si on regarde, si on croise hein, ces deux variables, c'est intéressant hein, de souligner déjà, première idée, que c'est le contact par mail qui semble être privilégié, et ensuite que les consommateurs sont ce que je pourrais qualifier de monocanal, dans le sens où ils ont toujours un canal de préférence, que ce soit pour les récompenses ou les informations, et que ce canal est le même. Donc, si vous préférez l'email pour recevoir des récompenses, vous avez tendance à préférer aussi l'email pour recevoir des informations. Le canal, entre guillemets, le moins affinitaire, c'est l'application. Alors, dans cette slide, je vous invite pourquoi on a mis en place cette innovation, entre guillemets, dans le baromètre. L'État teste jusqu'en 2025 le dispositif WePub, et donc seuls les consommateurs qui vont mettre le petit autocollant qui va bien sur leur boîte aux lettres vont continuer à recevoir les prospectus. Et donc on a voulu savoir, est-ce que les consommateurs sont intéressés par les publicités. Et donc on voit, si on regroupe 61,5 et 18,8, on a 72,6% des consommateurs qui souhaitent toujours recevoir de la publicité, même s'il y a une préférence relativement forte pour la publicité dématérialisée. Et si on s'intéresse aux variables individuelles, ce sont les femmes qui sont les plus intéressées, ou en tout cas elles sont plus intéressées que les hommes à recevoir des publicités. Pour l'âge, on a une forme de courbe en U, dans le sens où les moins jeunes et les plus âgés sont les moins intéressés. Et en revanche, on n'a pas de différence pour tout ce qui est CSP et lieu d'habitation. Alors, deux idées forces principales à retenir de cette parenthèse sur l'omnicanalité. C'est intéressant de noter que les clients qui sont omnicanaux, donc qui achètent aussi bien en ligne qu'en magasin, ne souhaitent pas forcément recevoir plus de publicité et par tous les canaux qui existent. Et le deuxième élément, j'ai oublié ça va pas voulu s'afficher, voilà, c'est ces clients omnicanaux, ils ont une appétence plus forte pour les canaux digitaux pour recevoir ces publicités, et de manière significativement plus importante que les clients qui sont monocanaux. Alors, Juliette en a évoqué à demi-mot l'intérêt de la gamification, en tout cas qu'il fallait essayer d'enrichir un petit peu les programmes de fidélité. C'est ce qui nous a intéressés dans cette dans cette nouveauté du baromètre de cette année. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La gamification seule, en fait, elle ne fait pas tout. Si je reprends mes échelles de 1 à 7, on voit 3,57, on est vraiment pile poil à la moitié, et si à la moyenne, et si on regarde les économies et s'amuser pour atteindre des challenges, on est en dessous. Donc en fait, ce qui semble important de retenir, c'est que la gamification, ça peut être une option intéressante, mais il faut qu'elle permette quand même de pouvoir faire des économies. Et donc on retrouve ici l'intérêt que Jean-François soulignait des bénéfices transactionnels. Alors,
On s'est intéressé ensuite, à cette gamification, comment elle était perçue. Est-ce que c'est une technique marketing, comment elle était perçue en tant que technique marketing? Et il semblerait qu'elle soit, perçue comme étant, manipulatoire par un certain nombre de répondants, même s'il n'y a pas de différence, en termes, de caractéristiques, interindividuelles. Si ce n'est au niveau de l'âge où les 18-34 ans et les 65 ans et plus semblent être les personnes les plus intéressées par ce type de pratique. Alors, une petite différence à retenir entre ces deux populations, parce que j'ai regroupé différentes variables pour faire ce graphique, simplifier la lecture. En gros, les 65 ans et plus tendent davantage à considérer que ce n'est pas manipulatoire comme pratique, alors que les 18-34 ans, eux, c'est davantage plus dans l'intérêt vis-à-vis de la pratique qu'ils la trouvent plus intéressante. Alors si on retient d'autres éléments de cette gamification, plus on va considérer, c'est le premier point, la gamification comme de la manipulation, moins on va être intéressé par cette pratique. Le deuxième point, c'est l'opposé. Plus on va y trouver des bénéfices, plus on va la considérer comme étant intéressante et avoir envie d'y participer. Et après, le troisième point à retenir, je vous ai mis la gamification comme arme anti-inflation. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est les consommateurs, plus ils ont l'impression sur cette dernière année d'avoir diminué leurs achats à cause de l'inflation, plus ils vont considérer l'inflation comme étant intéressante, avec potentiellement des challenges qui permettront de gagner, de faire des économies. Et la transition est toute trouvée avec la prochaine partie du baromètre sur l'inflation. Alors, 4 idées principales à retenir de cette, de ces. Donc, j'en suis navré, illisible le graphe tel qu'il est présenté. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il en est. On avait posé un certain nombre d'items, 6 questions grosso modo sur l'inflation pour mesurer tout un tas de réactions. Et qu'est-ce qu'il convient de retenir? C'est que de manière générale, les consommateurs, ils ont baissé. Ils ont vu leur consommation se baisser. C'est le premier point. Et si je veux aller un petit peu plus en détail sur ce point, ce sont les personnes finalement à partir de 55 ans qui ont vu en tout cas leur consommation ou qui ont déclaré que leur consommation avait le plus baissé. Le deuxième point à retenir, j'appuie sur ma zapette, c'est la consommation, elle est plus réfléchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les consommateurs, avec l'inflation, ils ont tendance à faire attention à leur programme de fidélité, attention aux avantages. En gros, dès que vous avez acheté quelque chose, vous allez faire attention que vos points ont bien été reportés. Vous allez bien lire les conditions pour savoir qu'est-ce que peut vous apporter votre programme de fidélité. Donc, les consommateurs font davantage attention. En revanche, c'est pas parce qu'il y a des promotions qui sont mises en avant par le programme de fidélité qui vont nécessairement acheter toutes les promotions qui vont être proposées. Ensuite, troisième idée, je vous parle de valeur refuge. Je vous ai dit qu'ils étaient plus vigilants à exploiter leurs avantages, à ce qu'ils soient bien comptabilisés. Pour autant, ce qui est intéressant, il faut que les programmes soient intéressants. Ça veut dire que mettre des avantages pour mettre des avantages, s'ils ne sont pas jugés comme étant pertinents pour le consommateur, il ne va pas les utiliser. Par contre, s'ils ont l'impression de regagner du pouvoir d'achat grâce à leur programme de fidélité, là, ils vont être intéressants. Et donc, c'est pour ça que je vous mets que ça peut être une réponse à l'inflation. Et enfin, le dernier point, les personnes qui ont le plus réduit leurs achats sont celles qui font le plus attention à leur programme de fidélité et aux avantages qu'ils peuvent bénéficier grâce à celui-ci. Ceci nous amène finalement à une autre typologie que nous sommes amusés à faire. Alors je suis désolé, le troisième le 22% en bleu n'apparaît pas, et donc c'est ce que j'avais qualifié des résignés. En gros, on a 3 types de consommateurs face à l'inflation. Alors comment j'ai fait cette typologie? J'ai croisé 2 éléments. La manière dont la consommation des personnes a évolué et ensuite la manière dont
leur rapport au programme de fidélité a pu changer au cours de la dernière année. Et donc, qu'est-ce qui ressort? On a 34,8% des personnes qui sont finalement ce qu'on appelle des privilégiés dans le sens ils n'ont pas vu leur consommation changer et ils n'ont pas eu jugé nécessaire ou en tout cas ils n'ont pas indiqué avoir changé leurs habitudes de consommation vis-à-vis de l'utilisation de leur programme de fidélité. La deuxième catégorie, 43,2%, c'est les résilients. Les résilients, ils ont vu leur consommation baisser et ils ont pris leur destin en main pour pouvoir essayer d'utiliser avec le plus d'efficacité possible leur programme de fidélité. Et enfin, à 22%, les résignés, ils ont vu leur consommation baisser à cause de l'inflation. Par contre, ils n'ont pas changé leur rapport avec leur programme de fidélité. Et donc, naturellement, c'est ce que je vous ai mis en bas, les résignés, ils sont moins intéressés par la gamification puisqu'ils n'ont pas pris leur destin en main. Alors, les variables individuelles expliquent bien ces trois catégories d'acteurs. Il est intéressant de voir que les privilégiés, il y a autant d'hommes que de femmes. Les cadres supérieurs, forcément, ont davantage de moyens, donc ont sans doute été moins impactés par l'inflation, et des retraités. Les résilients, il y a beaucoup plus, une part plus importante de femmes et d'artisans commerçants et cadres moyens. Et pour les résignés, il y a beaucoup plus d'hommes donc qui ne font rien entre guillemets et d'employés ouvriers et de retraités. Alors les retraités, vous me direz, ils apparaissent deux fois. Ça peut s'expliquer assez facilement. Derrière retraité, il y a de la variété, puisqu'on a pu travailler à diverses fonctions en étant un cadre versus employé ouvrier. Donc derrière le terme retraité se cachent des personnes qui ont des moyens complètement différents. En revanche, il n'y a aucun effet du lieu d'habitation ou de l'âge pour expliquer ces catégories d'acteurs. J'en arrive à la dernière partie du baromètre sur les profils des porteurs de cartes. Donc c'est quelque chose qui est présenté par le baromètre depuis le début, depuis 14 ans maintenant. Alors cette année, on a utilisé la même clé d'entrée que l'année dernière sur les différents avantages recherchés par les consommateurs et ça doit vous rappeler ce que Juliette a présenté dans la slide d'avant avec ces différents types de bénéfices. Alors nous, il ressort que 3 avantages dans le sens où le statutaire et le social, ça a été regroupé et la dimension jeu, gamification, entre guillemets, elle l'audait avec les monétaires dans le sens où le fait de cagnotter, c'est amusant parce qu'on peut aussi gagner de l'argent. Donc ça rejoignait les bénéfices monétaires. Donc je referme cette parenthèse méthodologique vraiment pour aborder principalement les résultats. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le premier enseignement à retenir, c'est que les bénéfices monétaires sont vraiment ce qui est le plus important aux yeux des consommateurs et j'ai envie de dire de loin, les chiffres sont assez frappants. Pour les accros viennent ensuite les bénéfices liés à l'exploration, ça permet de découvrir de nouveaux produits et enfin les bénéfices symboliques. Ce qu'il est intéressant de constater vis-à-vis des économes, on voit par exemple une très forte préférence pour les bénéfices monétaires et par contre, ils ne sont pas du tout intéressés par les autres types de bénéfices. Et à l'inverse, si on regarde les indifférents, ils sont finalement intéressés à peu près par rien. Et l'autre élément sur les indifférents qui est intéressant de retenir, il y a une différence quand même significative si on compare le 2,09 versus le 3,05. Ils perçoivent davantage de bénéfices symboliques que les économes. Alors, je peux d'ores et déjà dire, et ça me semble important de le souligner, que les variables interindividuelles usuelles ne marchent pas. Donc l'âge, le sexe, la CSP, le lieu d'habitation ne permettent pas d'expliquer l'appartenance à l'un de ces trois groupes. Par contre, c'est ce que j'ai présenté dans la slide suivante, il y a quand même quelques éléments qui permettent de décrire ces différents groupes. Alors, en termes de cartes possédées, ce qu'il faut retenir, les accros en possèdent quand même beaucoup plus que les autres. Et ce qui est surtout important de retenir,
ils considèrent les programmes de fidélité comme étant importants, quoi. En tout cas, ce sont ceux qui considèrent que les programmes de fidélité sont importants pour les enseignes et ce sont ceux qui tendent à y adhérer le plus facilement. Alors, parmi les chiffres à retenir, hein, je vous ai mis 60,4% des accros sont des omnicanaux. Donc, ce sont ceux qui sont le plus omnicanaux. Ils souhaitent recevoir le plus des publicités, très largement par rapport aux autres consommateurs. Par contre, ils sont les moins intéressés par la dématérialisation. Donc, ce sont les plus intéressés par la publicité papier ou alors le multiformat qui intègre quand même le papier. Vis-à-vis de leur réaction face à l'inflation, ils sont les plus résilients et donc ils cherchent en somme à exploiter le plus leur programme de fidélité et à les utiliser pour pouvoir continuer à faire du shopping malgré l'inflation. Et enfin, dernier élément en lien avec l'omnicanalité, j'aurais pu le dire juste avant, ils sont presque 80% à utiliser exclusivement leurs avantages en magasin physique. Donc il y a quand même une préférence pour utiliser les programmes de fidélité en magasin physique plutôt qu'en ligne pour ces consommateurs. Et après, dernier élément, c'est le dernier point de la slide, ils sont ceux qui voient la gamification comme étant intéressante. Si je vais rapidement sur les économes, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise sur eux? C'est le résumé, la petite phrase en dessous qu'il convient de retenir, ce sont les plus calculateurs. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que ça traduit? En gros, le programme de fidélité ne va pas les faire acheter plus souvent, il ne va pas les rendre plus attachés aux entreprises, en tout cas que les indifférents, ça c'est une évidence. Ils sont systématiquement à la recherche du meilleur rapport coût-bénéfice qu'évoquait tout à l'heure Jean-François. Et donc, ils sont calculateurs, voire même opportunistes. La première slide en est une bonne illustration. Ce sont ceux qui cherchent le plus à optimiser, à partager les programmes de fidélité pour pouvoir partager leur programme avec celui d'un ami pour pouvoir tirer des bénéfices. Donc il y a vraiment, ils sont vraiment dans cette logique-là du cagnotage et partagé pour que ça leur soit profitable. Ils sont pas du tout intéressés, ou en tout cas les moins intéressés à l'idée de recevoir de la publicité. Et ils sont les personnes qui ont le plus d'a priori négatif vis-à-vis de la gamification et qui la considèrent comme étant le plus manipulatoire et inintéressant. Et en somme, alors là, je m'avance peut-être en disant ça, mais derrière ce label d'économe, en gros, on peut voir surtout des personnes qui veulent pas céder à la tentation, ou elles achètent, en tout cas ces personnes-là, que de manière à optimiser le retour sur investissement. Les indifférents, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette catégorie? Ce sont ceux qui considèrent comme étant le moins essentiel l'existence des programmes de fidélité pour les entreprises, et ils ont tendance à y adhérer le moins. Ça se matérialise par le 40,6%, la première statistique. Ils sont les moins intéressés à l'idée de donner leurs coordonnées au personnel en contact, à remplir des formulaires pour adhérer. Donc, ils ont moins de cartes, ils ont moins envie d'y adhérer, quelle que soit la manière. Donc il y a une forme de logique d'évitement, ou en tout cas d'attendre quand on repousse l'adhésion. Si le personnel en contact crée votre carte au moment où vous êtes en magasin, le pourcentage, la probabilité que vous alliez jusqu'au bout de l'adhésion est beaucoup plus importante que si vous le faites tout seul dans votre coin. Et donc eux, ils sont dans cette logique de repousser un petit peu l'adhésion pour voire même ne pas y adhérer. Ils ne souhaitent pas recevoir nécessairement de la publicité, et ils sont en revanche assez fortement attachés à la dématérialisation. Et ils sont beaucoup moins intéressés par la publicité papier. Ce sont ceux qui sont moins intéressés par le papier. Et c'est la catégorie aussi qui est la moins touchée par l'inflation. Donc en fait, ils ont, entre guillemets, si je peux résumer, ils peuvent consommer, acheter, sans forcément être dépendants, tributaires des programmes de fidélité.
Alors pour terminer, et ça rejoint ce qu'évoquait Jean-François sur comment créer de la fidélité. Donc là, je le croise avec les différents types de bénéfices perçus. Ceux qui ressortent, l'élément central, c'est vraiment les bénéfices économiques qui expliquent assez fortement la fidélité, en tout cas comportementale, le fait de continuer à acheter auprès de l'entreprise. Les bénéfices symboliques, en revanche, eux, permettent de créer de la fidélité attitudinale, faire en sorte qu'on soit attaché à l'entreprise. Donc, si je résume, il ne faut pas jouer uniquement pour créer sur les bénéfices économiques, au risque de créer de la fausse fidélité, qu'évoquait Jean-François, juste acheter de manière routinière sans forcément être attaché. Et du jour au lendemain, si on est une entreprise qui ouvre un magasin avec des prix 1 euro moins cher les produits, ben, ils vont aller directement à côté. Si vous mettez en avant des bénéfices symboliques qui sont perçus par le consommateur, là, on peut créer de l'attachement et faire en sorte que les consommateurs continuent d'acheter, même si on augmente un petit peu les prix des produits. Il va y avoir une élasticité, il y aura un effet sur l'élasticité. Et après, autre élément à retenir de cette slide, je me suis amusé aussi à comparer en fonction des différents types de consommateurs. Et il semblerait que ce soit vraiment les accros qui soient les plus fidèles, aussi bien en termes de fidélité comportementale qu'en termes de fidélité attitudinale. Alors pour conclure sur ce baromètre de cette année, retenez, premier élément, que les consommateurs ont un petit peu moins de cartes avec le temps. Ils tendent à en posséder un petit peu moins, même s'il y a des différences interindividuelles que je vous évoquais en préambule. Le personnel en contact joue un rôle central pour gérer les adhésions. Donc certes, il faut laisser l'opportunité aux consommateurs de pouvoir s'inscrire par le canal qu'ils souhaitent, mais il faut vraiment former les équipes pour qu'elles puissent, en magasin, pour qu'elles puissent accompagner les consommateurs, parce que c'est vraiment ce qui est préféré par les consommateurs. Troisième idée à retenir, c'est que les consommateurs mutualisent les bénéfices de leur programme de fidélité pour augmenter leurs gains. L'exemple, l'illustration de Juliette était assez éclairante à ce titre, mais ce qui amène des enjeux derrière. Parce qu'avec les programmes de fidélité, s'ils sont partagés, comment après derrière pouvoir gérer les datas? Parce qu'en fait, on ne sait pas nécessairement, c'est pas écrit qu'on partage son programme avec quelqu'un. Ou alors l'institutionnaliser et mettre des sous-rubriques, des sous-membres de programmes de fidélité pour qu'on puisse tracer les achats, les comportements de chaque consommateur. Mais il y a des vrais enjeux, en tout cas en termes de data derrière. Le quatrième élément à retenir, c'est que les consommateurs, finalement, ils aiment encore les publicités, même s'ils ont une préférence pour la dématérialisation. Et donc le prospectus papier ne semble pas complètement mort. Il y a une part de la population qui est encore attachée au papier. Les consommateurs sont omnicanaux dans leur utilisation de leur programme de fidélité. Il faut que les programmes de fidélité, les avantages puissent être utilisables aussi bien en ligne qu'en magasin. Et c'est malheureusement encore pas toujours le cas dans toutes les enseignes. Le sixième élément, l'inflation, elle est vécue différemment selon les consommateurs. Je vous ai mis qu'il y avait des personnes qui subissaient, des personnes qui ne changeaient rien à leurs habitudes, des personnes qui subissaient mais qui reprenaient leur destin entre leurs mains, et des personnes qui n'étaient pas du tout impactées par l'inflation. Et donc derrière, les programmes de fidélité, ça peut être un levier sur lesquels jouer pour essayer de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Et autre point, huitième point, sur la gamification, ça peut être source d'attractivité des programmes de fidélité, mais il faut la travailler, il faut surtout pas faire de la gamification pour de la gamification. En gros, c'est pas avec un programme de fidélité qu'on va simplement jouer, s'amuser. Il faut qu'on s'amuse, mais qu'on y gagne un petit quelque chose. Donc il y a quand même des avantages derrière financiers qui suivent. Et enfin, le dernier élément à souligner, je vous ai mis la proposition de différents types de bénéfices comme condition sine qua non de création de vraie fidélité. Juste jouer sur des avantages purement transactionnels, ça va simplement créer de l'inertie, et on peut s'exposer à une défection du consommateur dès lors qu'il trouve
une entreprise qui propose des prix encore plus intéressants. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Michael. Bon, c'est très riche et très dense, donc je pense que, en effet, ça mérite de le re-regarder à tête reposée ou par le replay ou en le regardant sur le site pour bien analyser tous ces éléments. Mais on voit bien des tendances un petit peu nouvelles qui émergent. Il y a une remarque sur le chat. Il aurait été intéressant de savoir si les clients préfèrent ne pas recevoir de notifications pour leurs bénéfices, mais pouvoir les consulter sur leur profil pour les réfractaires aux emails, courriers. En effet, nous on est partis dans cette question sur l'idée que, au moment de bénéfice, il y avait un effet de seuil, qui faisait que le client atteignait un niveau de récompense et je pense que c'est très pertinent cette remarque, notamment, dans le dispositif de cagnotage où le client peut à tout moment, aller consulter où il en est de sa cagnotte. Et il y a une question, je ne sais pas si tu peux répondre, Michael, sur la gamification. Avez-vous des exemples de dispositifs inspirants? Est-ce que toi, tu as vu dans les études ou des exemples qui Alors, dans des études, sur le premier exemple, quand je pense à la gamification qui me vient en tête, c'est quand j'étais petit avec Kinder, où je découpais hein, des petits sur les paquets de Kinder, hein, et il fallait en avoir un certain nombre, et derrière, on pouvait on pouvait recevoir hein, des cadeaux. Donc c'est une forme de gamification et donc là pour Kinder ça augmente la fréquence d'achat pour essayer d'avoir un petit peu plus de cadeaux. Alors après potentiellement il y a d'autres exemples. Il y a un exemple qu'on avait évoqué qui relève de la gamification qu'on avait évoqué l'année dernière ou il y a 2 ans avec par exemple toutes les enseignes de sport qui incitent à leurs consommateurs à de la pratique. J'ai en tête Sport 2000 où si vous faisiez, je dis n'importe quoi, de la marche, vous mettiez en avant vous utilisiez l'application en faisant du sport et donc potentiellement c'est de la gamification parce que ça incitait les gens à pouvoir faire plus de sport et derrière à cagnotter un petit peu plus de points. Donc on peut envisager la gamification de différentes manières. Je sais qu'il existe aussi sur des applis, plutôt dans la grande distribution, des challenges à la semaine où il y a une liste de produits et si on Mm. achète X produits de cette famille, il y a un effet multiplicateur sur une récompense, fidélité à obtenir. Donc je ne sais Et pas si après, ça la répond. gamification peut aussi passer juste par la manière de recevoir les récompenses. Là, j'ai en tête juste Lidl avec leur appli où il faut gratter un petit quelque chose. Potentiellement, on pourrait vous donner le bon comme ça, mais là, ils vous font gratter et ça peut amener, ça peut en Oui, oui, tout divertir. à fait et ça a Il y a- été porté sur des nouveaux supports puisqu'on sait faire aujourd'hui des SMS où on gratte sur le téléphone, Gratte, on voilà. reproduit le petit geste, avec des SMS riches et cetera et cetera. Alors je vais Bah, après, passer par la contre, on n'est pas parole. du tout dans le même niveau de gamification, ce qu'il faut retenir entre juste gratter un petit quelque chose pour Ouais. avoir un bon de réduction de 10% versus Sport 2000. Plus vous faites de sport, plus vous gagnotez de points. Le gap est quand même énorme. Mais donc, ça laisse quand Ouais, même c'est justement mmh. plusieurs possibilités.